mettons-nous à fond sur les Nighthaunt, sachant que personnellement c'est un crève-cœur pour moi, parce qu'en fait c'est une armée qui physiquement, en termes de gameplay, en termes d'histoire, en termes donc d'esthétique de figurines, je trouve qu'elle est incroyable. Je vais être honnête avec vous, mais Kurdos Valentian et Lady Olinder pour moi sont parmi les, en tant que figurines individuelles, sont parmi les figurines de personnages, de héros d'Age of Sigmar les plus stylés, les plus charismatiques de tout le jeu, quoi. J'aime bien le Rekenor, il est cool, mais je trouve qu'en fait, un mec sur un Pégase, c'est un peu plus... C'est de la figurine qu'on a déjà vue avant. Alors qu'en fait, un mec sur un trône comme ça, et ben en fait, bizarrement, on n'en a jamais eu avant. Et cette énorme Banshee géante, je trouve qu'elle a trop la classe aussi. Bref, en fait, ce fameux crève-cœur, c'est que, ben, à côté, j'ai déjà commencé plein d'armées, et qu'il est difficile de se dire qu'on va commencer et s'investir dans une nouvelle armée sans avoir au moins fini de peindre 2000 points d'armée convenables dans les autres armées. Alors j'ai largement 2000 points de Tsench, même plus que 2000 points de Tsench, même plus que 2000 points de Stormcast Eternal, mais ce ne sont pas les formats d'armées en fait les listes d'armées qui me plaisent à fond, et actuellement les listes d'armées que j'ai montées, que ce soit pour Tsench et pour Stormcast Eternal, eh bien, je n'ai pas atteint les 2000 points jouables. Quand je dis jouable, c'est que je ne suis pas satisfait encore du niveau de montage et de peinture pour oser les aligner sur une table. Bon, assez parlé de choses et d'autres, et assez de... On arrête de s'éparpiller. On y va sur les... j'ai l'impression que ouais, ça fait 20 minutes, plus de 20 minutes que je vous parle de tout ça. Je vous ai expliqué pourquoi c'était les Nighthaunt qui allaient représenter la Death et l'armée que j'allais vous décrire et vous présenter pour les prochaines semaines. C'est une intro qui est suffisamment longue. Les Nighthaunt, qu'est-ce qu'on peut dire avant d'aborder les héros à proprement parler des Nighthaunt? Tout d'abord, je ne vais pas rentrer fondamentalement dans la lecture de leurs traits de bataille. C'est quelque chose qu'on verra dans 2 semaines quand on fera donc la vision macro de l'armée, donc les traits de bataille, les objets magiques, les traits de commandement, les différents clans qui ont été créés et ajoutés depuis, puisqu'à l'époque il n'y en avait pas, les stratégies, les clans, etc. Enfin, tout là, ce que je ferai, la présentation de liste d'armées, voilà, ça c'est, voilà, vous le savez, c'est l'objet de la 3e soirée. Là, c'est la première soirée. La première soirée, c'est focus sur les héros et les unités nommées. Mais malgré tout, prenons un petit peu en compte les pour et les contre de cette armée. Qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est à prendre en compte et à savoir. Il faut que je vais faire en sorte de garder le bouquin avec les points d'armée à portée de la main. Voilà, qu'est-ce qui est à prendre en compte quand on s'intéresse aux Nighthaunt? Les Nighthaunt, tout simplement, c'est la seule, pour l'instant, armée qui est à 100% éthérée. Donc ça veut dire que la caractéristique de base d'armure des unités est non modifiable, que ce soit par des malus ou par des bonus. Il faut savoir également que en plus de ça, c'est une armée qui... Pardon, j'arrive pas à faire tenir mon truc à portée de la main, ça m'emmerde. Voilà, on va faire comme ça. C'est une armée qui a donc un Feel No Pain sur du 6, non modifiable également, et donc également non cumulable, donc pour toutes les figurines. Pour toutes les figurines ou à portée du général, je sais plus, je crois que c'est à 18 pouces du général. Non, à 12 de n'importe quel héros. À 12 de n'importe quel héros. Après, c'est justement une armée qui vous propose 12 choix de héros différents, qui sont dans l'ensemble à peu près tous très intéressants, quelle que soit la stratégie que vous allez jouer. Il y en a 2 qui sont un peu en dessous, mais bon, ça en fait quand même 10 bien jouables. Sachant que de toute manière, dans une armée à 2000 points, vous pouvez en mettre que 6. Très souvent, vous allez avoir envie d'en aligner 6.
ou 5. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce sont des armées ce sont des héros qui sont utiles, que ce soit parce qu'ils sont efficaces en termes de magie, en termes d'aptitude au corps à corps, et en plus de leur efficacité concrète au corps à corps, ce sont des bons totems. Ne serait-ce que parce qu'ils permettent ce Feel No Pain pour les troupes autour, à 12 pouces de eux. Ce sont ce sont des unités qui sont, pour la très grande majorité, sur des petits socles, donc c'est très facile justement de pouvoir les rassembler et de les protéger dans ces auras, et également, vous allez être quasiment jamais, ou très rarement, gêné dans vos déplacements ou dans votre positionnement au niveau des éléments de terrain sur la table, sachant qu'en plus, c'est une armée dont quasiment ou toute l'armée a le mot-clé vol, parce que ce sont donc ces fameux fantômes qui peuvent traverser les objets et les éléments de terrain. Donc en fait, on se retrouve quand même avec une armée qui concrètement est très particulière dans son appréhension d'un champ de bataille, parce que leur stade d'armure est non modifiable, ils ont un Feel No Pain à 6+, et ils volent, et tout le monde vole. Donc voilà, j'avais noté des choses qui étaient pour dire que c'était pas super, mais en vrai, je pense que c'est plus logique de les voir dans 2 semaines, au niveau macro de l'armée. Donc je me suis assez exprimé sur les plus, qui fait qu'on de base, on va s'intéresser à cette armée d'un point de vue général. Maintenant, je vous propose de directement aller voir les War Scrolls de nos unités héroïques. On va les prendre dans l'ordre. Donc, bien entendu, la number 1, c'est Lady Olynder. Lady Olynder qui a super la classe, qui à 35€ pourrait coûter en termes d'achat 10€ moins cher, mais que voulez-vous, c'est vraiment typiquement le genre de figurine qu'on... Bon, là, elle est, entre guillemets, elle a une peinture qui correspond à son lore, mais en vrai, quand vous voyez ça, vous avez pas envie de peindre tout en jaune avec un petit quadrillage bleu et des petites taches noires pour faire des olives et lui donner un style genre nappe provençale. Moi je dis ça, ça serait trop la classe. Hein? Ou genre lui donner un petit ton un peu vert cassé et avec des petits cavaliers partout. Pour le donner comme un polo de golfeur. Non? Écoutez, moi je vous propose des super schémas de couleurs. Bon allez, soyons plus sérieux. Allons voir ces fameuses règles à Lady Olynder. Alors ce qui va être intéressant par rapport à Lady Olynder et de prendre en compte, c'est que Lady Olynder, comme beaucoup d'unités de Nighthaunt, j'allais dire Stormcast Arsenal, de Nighthaunt, Lady Olynder, elle a commencé sa carrière à 240 points. Et aujourd'hui, Lady Olynder, elle, 200 points. Donc elle a perdu 40 points, hein. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Elle a perdu 40 points, alors en 2 tranches de 20 points de mise à jour. Donc voilà. Donc c'est pas rien. C'est pas rien comme baisse de coût en points. Aujourd'hui, un joueur qui achète le bouquin et qui se dit je vais me mettre à jour sur les infos et je vais aller prendre le dernier errata, c'est pas normal qu'il ait pas les infos là. C'est pas normal. Bon. Voyons voir maintenant un petit peu les règles de Lady Olynder, la mortare du deuil. Donc elle a un mouvement de 6, une sauvegarde de 4+, une bravoure de 10, une blessure de 7. Alors, d'un point de vue général, toutes les unités mort-vivantes ont une très bonne stat de bravoure. Sauvegarde de 4+, ça ne pose aucun souci que ce soit pas un 3+, alors que c'est les personnages entre guillemets suprêmes de l'armée, puisque c'est une stat non modifiable. Mouvement de 6, écoutez, c'est plutôt correct. On aurait éventuellement pu souhaiter qu'elle se déplace plus vite en tant que sorcière, enfin en tant que grande fantôme. Après, le truc c'est que de toute manière, à part les unités montées, toutes ces figurines ont une stat de déplacement supérieure à 5, donc tout va bien.
blessure de 7, ça pourrait faire un peu je pense qu'on pourrait aisément lui monter à 8 ou 9. Écoutez, pour l'instant, on va s'en contenter. Donc, alors, son armement, a priori, c'est pas le cas, mais a priori, elle a juste un armement de mêlée. Bâton de minuit, portée 2, attaque 3, toucher 3+, blessé 3+, perforation de moins de 2, dégâts de D3. Bon, c'est un peu aléatoire, mais au moins, on a des très bonnes stats pour le niveau de ces 3 attaques. Et avec une bonne perforation, ça c'est cool. Ensuite, les griffes spectrales des Banshees, donc ça ce sont les créatures qui l'accompagnent. 6 attaques en 4+, dégâts 1. Ce sont des créatures qui sont considérées donc comme ses compagnons, comme des montures. Donc il n'y a pas de quoi pester en termes d'aptitude caractéristique à ce niveau-là. Donc on a vu, donc elle est armée de son bâton de minuit, ses compagnons ce sont les griffes spectrales de Banshee, ce sont les fameuses Banshees qui sont considérées comme des montures. Elle a la capacité de voler. Elle est éthérée, ignorez les modificateurs positifs ou négatifs quand vous effectuez des jets de sauvegarde contre des attaques qui ciblent cette figurine normale. Ensuite, toucher funeste. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de griffe spectrale de Banshee donne 6, cette attaque inflige une blessure mortelle et la séquence d'attaque se termine. N'effectuez pas de jet de blessure ni de sauvegarde. Bon bah écoutez, ça fait quand même 6 attaques. Sur 6 attaques, il y a quand même une possibilité qu'il y en ait au moins une qui fasse une blessure mortelle. C'est toujours ça de prix. Cette question du toucher funeste avec de griffes spectrales de Banshee, je pense il est certain que nous le reverrons dans la suite sur d'autres War Scrolls d'unités de cette armée. Sable du temps. Donc là, on aborde quelque chose, enfin, on aborde enfin des règles spécifiques à Lady Olinda. Sable du temps. Une fois par bataille, à votre phase des héros, vous pouvez choisir soit d'infliger des blessures mortelles à un héros ennemi à 6 ou moins de cette figurine, soit de soigner des 6 blessures allouées à cette figurine. Alors, à moins qu'il soit déterminant de flinguer un héros adverse pour la suite de la partie, a priori, je pense que vous allez utiliser cet item pour vous soigner. Déjà que par principe, Lady Olinda n'est pas évidente à tuer, puisqu'il faut passer sa sauvegarde de 4+, et son Feel No Pain à 6+, puisqu'elle est héros, donc son Feel No Pain s'applique à elle-même naturellement. Pouvoir soigner des 6 blessures, ça peut se montrer une option de survivabilité très importante. Ensuite, relevez le voile. Au début de votre phase des héros, choisissez une unité ennemie visible de cette figurine et à 12 ou moins d'elle et jetez un dé. Sur un, rien ne se passe. Sur 2+, cette unité subit une blessure mortelle égale au résultat. Subit un nombre de blessures mortelles égal au résultat. De plus, si une ou plusieurs figurines ennemies sont tuées par cette aptitude, soignez immédiatement des 3 blessures allouées à cette figurine. Donc là, on a une seconde option, cette fois-ci beaucoup plus régulière pour soigner des blessures à Lady Olinda sur un 2+. C'est plutôt cool, de se dire qu'on va pouvoir infliger un nombre de blessures mortelles. Bon, vous allez dire assez variable, mais c'est quand même une bonne stat. Et sachant que l'ennemi visible ne doit pas être entièrement à 12 ou moins d'elle, donc c'est quelque chose d'assez puissant. Par contre, ça veut dire que pour une figurine qui n'a que 7 blessures, et ben pas le choix, ça lui demande de s'exposer un petit peu physiquement. Mortard du deuil. Ajoutez 1 au nombre de figurines qui fuient des unités ennemies lorsqu'elles ratent un test de déroute en étant à 12 ou moins de cette figurine. Bon bah ce qui est cool c'est qu'au moins l'aptitude est alignée sur le 12 précédent. Et comme je vous l'ai déjà dit au cours des semaines passées, on prend toujours un petit bonus qui permet d'affecter le moral ennemi. Alors là, on n'affecte pas le moral, c'est à partir du moment où le test de morale a déjà été raté et que des figurines fuient, il y en a une en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est toujours un truc qui va faire chier l'adversaire, devoir gérer la phase de bravoure. C'est très souvent quelque chose qui est assez négligé. Les games qui se jouent là-dessus. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous ajouter un peu plus comme information sur le thème? Là, c'est pas gratuit puisqu'on paye la figurine en entier, mais au moins, ça veut dire que si par ailleurs vous vous interrogez sur la possibilité de faire une braverie bon, sachant que Lady Olinda est quasiment
systématiquement jouée dans une armée Night Hunt, quasiment. Et bien, notamment parce qu'en fait, pour 200 points, elle est carrément ultra efficace. Déjà, quand elle était à 240 points, elle était jouée systématiquement. Quand elle était à 220 points, elle était jouée systématiquement. Donc à 200 points, il n'y a aucun problème, vous pouvez elle est jouée tout le temps. C'est pas la peine que je vous poursuive sur l'explication de l'intérêt de faire fuir des unités gratuitement, c'est cool. Quand je dis gratuitement, c'est qu'en fait, c'est que vous n'allez pas aller chercher un item en plus pour ça. Bien sûr que vous payez le coût de votre figurine. Créer des damnés. Au début de phase de tir, jetez 2d6 pour chaque unité ennemie à 10 ou moins de cette figurine. Si le jet de l'unité est supérieur à sa caractéristique de bravoure, elle subit des 3 blessures mortelles. Donc c'est l'aptitude des Banshees, qui est une aptitude de tir qui est relativement efficace. Tout dépend bien sûr quel type d'unité vous allez focus. Forcément, si vous focusez, si vous avez comme vous affrontez des Skymans ou des gobelins, ça va se passer différemment que si vous affrontez des démons. Ou d'autres morts-vivants. Ce qui est un peu dommage, c'est que là on est sur une limite de 10 pouces et pas de 12. Ça aurait pas coûté grand chose. En fait, ça n'aurait pas impacté les points de la figurine que de l'aligner sur les 2 pouces supplémentaires. Ça donne vraiment l'impression qu'ils se sont dit bon bah on va respecter les 10 pouces de portée des Banshees lambda. On va immédiatement se permettre d'aller le vérifier tout de suite. Mirmoon Banshee. Alors... Non? Les Mirmoon Banshee, elles crient pas? Je suis... Hein? Les Mirmoon Banshee, elles crient pas. Alors du coup, c'est le héros de Tomb Banshee qu'on joue quasiment jamais. De toute façon, on va le voir juste après, mais comme ça, elle sera ouverte. Cri funèbre à une portée de 10. Effectivement, ils ont vraiment repris l'aptitude du héros. Bon, magie. Lady Holunder est un sorcier, elle peut tenter de lancer 2 sorts différents à chacune de vos phases de héros et de dissiper 2 sorts à chacune des phases de héros adverses. Elle connaît le sort très magique, bouclier mystique et sueur de désespoir. Prenez ma sueur. Ce sort a une valeur de lancement de 7, en cas de réussite, choisissez une unité ennemie visible du lanceur à 18 pouces ou moins jusqu'à votre prochaine phase des héros, souscrivez 1 jet de touche pour chaque... Pour les attaques effectuées par l'unité choisie, ajoutez 1 jet de touche pour les attaques effectuées avec des armes de mêlée contre l'unité choisie. C'est très 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 fort. C'est très fort, comme je vous l'ai déjà dit par le passé. C'est très fort de pouvoir en fait cibler des bonus ou des malus sur les unités adverses. Ça fait qu'en fait, au lieu d'ajouter un bonus à une unité qui est la vôtre, c'est toutes les unités qui vont être dans la situation de cogner sur la unité adverse qui vont avoir ce bonus. Donc proportionnellement, c'est beaucoup plus efficace. Et sachant qu'en plus, on prend le -1 à la touche adverse. On prend, même s'il y a pas mal d'aptitudes qui permettent de booster les jets de touche, c'est toujours cool. Au moins, les aptitudes qui vont mettre des malus à la touche, elles sont plus rares. Donc c'est bien, on prend. Aptitude de commandement, pas de répit pour les damnés. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement lors de votre phase des héros, si cette figurine est votre général et se trouve sur le champ de bataille. Si vous le faites, vous pouvez restituer une figurine tuée à chaque unité Night Hunt invocable amie à 12 pouces ou moins d'une figurine amie avec cette aptitude de commandement. Donc c'est bien, l'unité n'a pas besoin d'être entièrement à 12 pouces ou moins. Et si vous le faites, vous pouvez restituer une figurine tuée à chaque unité. Donc voilà, à ce moment où vous mettez Lady Holunder plus ou moins au centre, j'imagine que si vous utilisez ça pour ramener de l'unité de base, ça n'a que peu d'intérêt.
Après, si vous arrivez à restituer de l'unité un peu plus forte, l'unité un peu plus lourde, ça peut être tout à fait intéressant. Le petit souci, c'est que les unités Night Hunt, invocables ou non, sont des unités qui, par principe, ont peu de blessures. C'est la compensation par rapport à leur Feel No Pain et leur niveau de sauvegarde pour permettre à ces unités de ne pas avoir un coût en points disproportionné pour assumer ces bonus, qui sont très forts, et bien en fait proportionnellement leur niveau de blessure n'est pas très élevé. Mais bon, clairement l'Idiolinder pour 200 points, c'est une figurine qui est très 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 efficace, elle est centrale dans votre armée, et elle a... Physiquement, elle est tout à fait viable en termes d'aptitude de combat. L'intérêt, c'est que sa portée de 2 fait que vous pouvez aisément la planquer derrière plusieurs rangs d'unités de cordons. Peu importe si vous bénéficiez pas nécessairement des attaques des griffes spectrales de Banshee. Après, comme je vous ai dit, les unités des Night Hunt sont pour la très grande majorité sur des socles de 25 mm ou de 32 mm, donc c'est des petits socles. La griffe spectrale avec sa portée de 1 passera au travers de ces petits socles, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je peux vous dire en vrai, à part si vous jouez une stratégie très 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 précise, ou même éventuellement dans une armée à très faible coût en points, il y a peu de raisons qui faillent que vous n'allez pas jouer Lady Olinder. En fait, j'ai presque envie de dire que si vous n'allez pas jouer Lady Olinder, c'est que vous l'avez tellement souvent joué que vous avez envie de tester une autre stratégie, sans elle. Mais clairement, c'est une unité qui est centrale pour votre armée.